Eh bien, bonjour les amis. Nous sommes à l'aube d'un projet extraordinaire, puisque nous allons tous ensemble partir à la découverte d'une histoire et d'un conflit qui nous interpelle tous. Ce conflit israélo-palestinien qui est à peu près toutes les semaines dans notre vie d'une manière ou d'une autre, eh bien, quelque part, nous allons essayer de le décortiquer, de mieux le comprendre et d'essayer de voir aussi dans quelle mesure c'est pas noir et blanc. Entre ce blanc et ce noir, il y a une zone grise qui est une zone bien plus intéressante et bien plus riche. Et ça, on va le faire en apprenant, en se confrontant à l'histoire, en se confrontant à la complexité des stéréotypes et en se confrontant à des êtres humains. La première activité, elle s'appelle Mythes et faits. Et donc, on va vous demander de réfléchir à tous les stéréotypes que vous avez entendus sur les juifs et les musulmans. Par exemple, tous les juifs sont riches. Léa, ils se mélangent pas. Charles. Ils sont partout. Myriam, bijoutier. Armen. Ils sont banquiers. Banquier. Feriel, 2 secondes. Ils contrôlent les médias. Alors, Luna. Ils se placent en victime. Safar. Franc-maçon. Franc-maçon. C'est quoi ça? Fromage. Merci. On va faire le même exercice pour les musulmans. Allez, Attention, yallah. on recommence. Aslam. Ils sont sexistes. Safar. Ils sont fermés d'esprit. Ok, Armen. Ils veulent nous convertir. Et Charles. Ils sont pas éduqués. Pas éduqué. Myriam. Je sais pas comment dire ça en fait. Genre, ils imposent leur truc. Imposeur. Ok. Et je crois que c'est la première fois que les feuilles sont aussi remplies. Aussi vite. Aussi vite. Essayez de regarder ça. Ça fait quoi? Ça nous montre bien nous a mis beaucoup de stéréotypes dans la tête alors qu'on est des jeunes et que nous-mêmes, moi-même, je ne m'en ai pas rendu compte qu'on avait autant de stéréotypes. Et pourquoi c'est important de faire cette activité-là avant de partir en Israël et en Palestine? On ne doit pas se fier à ce qu'on nous dit, mais plus aux preuves et aux faits des paroles qu'on va entendre. Ouais. Ouais, bien sûr, c'est la tradition aussi. Ah ouais, t'inquiète. Soit tu la fais bien, soit tu la fais pas. Donc, Safa, j'entends que tu vas partir en Palestine, non? Ouais, je pars vendredi prochain. Allez. Ouais, voilà. Pourquoi? Avec qui? Mais en fait, je participe à un projet. Et c'est un peu grâce à ça qu'on y va. On va aller pour voir de nous-mêmes sur place ce qui se passe et aussi pour aider. On va aller dans des organisations et tout ça. Il y a toutes les religions là, quoi. Oui, il y a beaucoup de. Il y a plusieurs trois religions. À Jérusalem même, non, c'est ça? Genre, Jérusalem, c'est la capitale des 3 religions. Mais c'est quand même triste de voir c'est genre la capitale des plus grandes religions dans le monde, mais qu'il y ait quand même de la guerre à cet endroit-là. Moi, parfois, je me demande, par exemple, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a autant de haine dans ce monde? Parce que, on va dire, il y a les musulmans, ils vont dire ah, ouais, c'est vrai que c'est les sionistes, mais ils vont pas dire les sionistes, ils vont dire ah, c'est les juifs. Ouais, mais en fait, on a tous à un moment donné cru que la guerre, c'était à cause des juifs. Personnellement, j'ai toujours cru ça. Franchement, moi, il y a que l'année passée où j'ai eu un ami juif dans ma classe. Et c'est grâce à lui que j'ai fait, mais en fait, c'est des gens comme nous, tu vois. C'est des gens normaux. Bah, 10, c'est 56. La guerre des 6 jours. La guerre des 6 jours, c'était après. La guerre des 6 jours, c'est. La guerre des 6 jours, c'est en juin 1967. C'est 1948 l'indépendance. Indépendance de l'État d'Israël. Et il y a aussi guerre. En fait, cette guerre, c'est vraiment compliqué. En un jour, tu peux pas tout comprendre. J'ai entendu tellement de versions qu'après, c'est que je découvre aussi, je suis étonnée. Les gens qui vont t'en parler, ils auront déjà un avis sur le sujet. Ouais. Les Noirs aussi, ils ont été tués et tout, mais ils sont restés. Regarde comme il y a beaucoup de Noirs partout maintenant. Pourquoi est-ce que les Juifs ne font pas pareil? Après, quand tu dis noir, c'est noir, tu parles de toute l'Afrique, c'est 60 pays, tu vois. Ouais. 60 nations, il y a aussi, mais aussi, ce que je comprends pas, ils se marient entre eux. C'est-à-dire, un Juif va épouser une Juive. Mais moi, je pense que si je vais draguer un Juif, il va me repousser direct. Non, tu ne peux pas savoir.
Tu ne dois pas savoir. Ça dépend. C'est- Ça dépend. Moi, je comprends tout ce qu'ils ont vécu et tout, mais pour moi, ils doivent s'intégrer au monde. Après, il y a tout. Ils sont trop entre eux. L'histoire des médias, tu vois, les médias, même tout. Donc, il y a, ici, regarde, tu vois, il y a mon père qui est là, son père, Barou. Mais eux deux ne parlaient pas du tout le français, ils parlaient le judéo-espagnol. Donc, bien qu'on s'appelle Eskenazi, on est des juifs séfarades. Dans la formation, il y a plusieurs fois des jeunes qui ont dit que genre, ils n'ont jamais côtoyé de juifs, t'as vu? Et genre, j'ai l'impression que quand ils parlaient, c'était un peu comme si les juifs, ils n'existaient pas trop. Un peu comme moi je me balade pas avec une pancarte en disant je me revendique de la communauté juive laïque, tu vois. En fait, si tu veux, je le revendique quand il y a un conflit. Et c'est au nom d'un certain nombre de valeurs que je défends les juifs en tant que valeurs. Je ne parle pas de l'État d'Israël, je ne parle pas du gouvernement, je ne parle pas du gouvernement israélien ni des militaires israéliens. En fait, je trouve ça dingue qu'aujourd'hui encore, il y ait moyen de faire l'amalgame entre Israéliens et Juifs, en fait. Ben oui, mais ça, c'est le conflit Israël-Palestine, fait qu'effectivement, cet amalgame existe. On a exporté vers la Belgique et vers la France, notamment le conflit Israël-Palestine. Hein. Et donc, effectivement, cet amalgame est un amalgame qui entraîne souvent des débordements très, très nocifs. Jean-Luc Brana, bonsoir. Vous êtes spécialiste des États-Unis. Alors c'est fou, dans 1h30, on a un peu du mal à comprendre ce que ça implique. Donald Trump va annoncer qu'il reconnaît Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem est une ville qui a été divisée, donc occupée pour moitié par les Israéliens. Et c'est tendu quand même parce que si moi, un jour, je me lève le matin et que j'en ai marre de chez moi et que je me dis l'appartement d'en face, il est plus beau, il est plus grand, il est plus luxueux. Et je sonne chez lui, je lui dis allez, monsieur, madame Attel, allez, dehors, c'est chez moi. Et j'ai quatre militaires ou 4 policiers derrière moi et qu'il n'ait rien à dire. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'y aller et de me rendre sur place et de comprendre. Je suis une maman qui va laisser partir son fils dans un pays quand même où c'est tendu. Hein. L'année passée, il y avait eu la même chose, mais sauf que c'était à Bruxelles. Il y avait eu des attentats. Imagine-toi les parents de l'année passée. Comme quand ils sont partis, ils sont revenus avec une autre vision du conflit. Parce qu'ils ont vu par eux-mêmes. Tu vas m'aider à comprendre, peut-être que j'aurai une autre optique, par rapport au conflit. Je verrai ça peut-être autrement. Notre idée dans ce projet, c'est de vous permettre de venir avec vos idées et de confronter vos idées à la réalité avec laquelle vous serez confrontés. Et c'est ça qui va vous permettre de vous faire vous-même votre opinion. Moi, je pense que se poser des questions, c'est ce qui est le plus formidable dans nos sociétés. Parce que quand on cesse de se poser des questions, eh bien, on met en danger la démocratie. Que veut dire Tel Aviv? En fait, en archéologie, il y a une règle, c'est-à-dire qu'une époque recouvre une autre époque, qui recouvre une autre époque. Il y a l'époque romaine, l'époque byzantine, l'époque des Mamelouks, l'époque des Ottomans, et ça fait une espèce de millefeuille, d'accord? Donc Tel, c'est une colline, mais une colline archéologique, qui symbolise l'ancien, et Aviv, ça veut dire le printemps, qui symbolise le renouveau. Qu'est-ce qui crée une nation? C'est minimum d'avoir une langue commune. Donc pour forcer les gens à parler en hébreu, toutes les langues qu'on pouvait parler en Europe, n'était pas interdite, mais n'était pas acceptée dans les rues de Tel Aviv, d'accord? Moi, Tel Aviv, je connaissais vraiment pas avant de connaître le projet. Et ça m'a beaucoup intéressée de ce côté-là, parce que moi, par exemple, j'avais une image très négative sur Israël avant de commencer à participer à ce projet. Moi, en fait, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Moi, la seule chose que je veux, enfin, que je rêve plutôt, c'est qu'il y ait une paix entre ces deux peuples et que ça s'arrête, quoi.
que ça s'arrête, qu'il y ait des morts partout. Et pourquoi pas trouver justement une solution qui permettrait aux deux d'habiter ensemble. Okay, so welcome everybody. I'm really happy to be here. Donc bienvenue tout le monde. Moi je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui. We will have this half-day debating together. The next exercise is called I Place Myself. So the first question is, can we laugh of everything? So first, the in-between. You can laugh, but not in any situation. If it's an enterrement, I don't know. We can laugh about la personne morte, quoi. So she said that yes, we can laugh, but there is situations where we cannot. Next position, Ronnie. If someone is dead, I can deal with that through laughter, but I don't think it will be the most appropriate things to do. So that's why I'm between the I don't know and the yes. Okay. Now we will have an answer from this group. Yes. You are fully yes? Yes, I want to. Can I? So I think, first of all, it's hypocritical for us Israeli to say that you can't laugh at everything, because we laugh at everything. Some things that are not politically correct, racist jokes, we laugh at it. And Jews are perfect at dark humor. We have dark humor. We talk about the Holocaust, and we will laugh at everything. Doesn't mean that we try to offend anyone. Maintenant on est à Tel Aviv, on dirait même pas qu'on est à Tel Aviv. Genre, pas dans ma tête, mais le confort et tout ça, j'ai l'impression qu'on est à Bruxelles, dans un hôtel, à Bruxelles, quoi, tranquille. Et en fait, rien à voir. Puisqu'à quelques kilomètres, c'est. Voilà. C'est presque. C'est la guerre, quoi. Et je comprends pas aussi comment font les gens ici pour vivre comme ça, dans cette bulle. Genre sans se préoccuper, parce qu'à force de vivre dans cette bulle, ils ont oublié que cette bulle était aussi dans une grande bulle de guerre et de tout ça, de conflits. Voilà. Et j'espère qu'on va nous exposer la vraie réalité et pas des choses qui sont déjà préfabriquées. اسمعنا سميتك اسمك احكي اسمي هاي انا اسمي شاهد في مدرستين هاي مدرسة الأولاد إنه إحنا اللي بندرس فيها مدرسة البنات بعيدة يعني مش موجودة في هاي المدرسة. بصل من 30 ل 47 طالب بالصف، جديد صار في دمج بالصفوف. الحين إحنا صار عندنا مخاوف إنه بسبب تقليصات الوكالة إنه لغى حقنا بالتعليم. وإحنا بنتمنى إنه نضل مستمرين بالتعليم ومواجهين كل الصعوبات اللي بتواجهنا ومكملين مشوارنا اللي بدنا نوصله. Pourquoi chez eux la compétition à l'école c'est si important? أن فيش يعني غير التعليم، فيش عندنا هدف تاني. بعدين يعني التعليم مش مهم. Est-ce qu'ils se sentent en sécurité malgré qu'ils sont dans ce camp-là? وفي كمان كثير بصير في إنه بيعيقونا عن كثير طموحات، إنه دائما كثير مرات بيكون الغاز موجود بالمخيم ما بنقدر نطلع من البيت، وكثير منا إحنا عمره ما شاف بحر بحياته مع إنه موجود، وفلسطين كثير حلوة بس إحنا مش شايفين منها إشي. فيش أمن بالمرة، يعني شو ما نتنقل شو ما نروح مكان فيش أمن. يعني في سوبر ماركت جنب الجدار بنروح بنشتري مثلا بلش يطخوا علينا قنابل غاز مسيل للدموع. كمان انه في الاقتحامات الليليه اللي بتصير اللي ممكن كثير مرات بتاخرنا عن المدرسه، لانه احنا بالليل هم بيدخلوا بصيروا يطلقوا غاز ورصاص وقنابل بتمنعنا من النوم. بنكملش الدوام في المدرسه، يعني نداوم بس يعني المدرسه 7 حصص بنداوم 3 حصص والباقي بنروح على الدار من الغاز. في الصف هذا وبقدموا الامتحانات الأولاد في آخر السنة ضربوا عليهم غاز، والغاز دخل من الشباك. تم إخلاء الصف من الغاز والمدرسة الصفوف اللي هي في الطابق هذا. Moi je voudrais juste savoir quelle serait la meilleure des façons de réagir face à
aller enfin, comment ils réagissent à ça. هسا احنا عندنا الاولاد لما يعني ينزلوا الجيش ويضربوا الغاز بيروحوا يضربوا عليهم حجار وممكن احنا البنات انه نروح على المدرسه ونكمل تعليمنا لنقدر ناخذ الشهادات وانه نواجههم. Ok. Moi, j'ai une question aussi par rapport au jet de pierre. Est-ce que jeter des pierres sur les militaires, c'est vraiment une solution ou est-ce que ça fait que aggraver, empirer? طبعا ضرب الحجار هو مش حل لانه احنا بالنهايه ما بنقدر نوقف قدام دبابه بحجر. بس كل واحد فينا يوم يشوف اخوه بيعتقل قدامه او صاحبه او حتى اي شيء بده يضطر انه يحاول يسوي اقل اي شيء بيطلع في ايده والاولاد من يعني من قهرهم بحاول انه يضربوا حجار ويخففوا عن حالهم. انتوا راضيين عن هذه الحياه يعني؟ Quand on regarde une colonie de l'extérieur, moi je me pose toujours la question, mais qu'est-ce qu'on peut bien trouver à aller se mettre en tant que colon au milieu, par exemple, de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui nous sont hostiles? Quel est le bonheur à vivre dans une situation où on est aussi isolé, quel que soit le bonheur qu'on aurait construit? En fait, les colons, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre place, ils vont prendre position et ils vont prendre possession d'un endroit, mais ce n'est pas eux qui se défendent. Ce sont des gens qui viennent et l'armée vient ensuite pour les protéger. Et qu'est-ce qu'elle fait pour les protéger? Eh bien, elle construit des murs. Dans ces murs, il y a des Palestiniens qui sont enfermés, mais il y a aussi des Israéliens. Ça veut dire qu'à partir du moment où on construit des murs, je mets un mur entre toi et moi, Feriel, parce que j'ai peur de toi, mais en même temps, après ça, moi, je ne peux plus aller dans ta direction. Alors Hébron, il faut le savoir, c'est un endroit extrêmement important pour les juifs comme pour les musulmans, parce que c'est là que sont enterrés, il y a le tombeau des patriarches. Alors en 1967, après la guerre de 67, quand Israël a occupé la Cisjordanie, alors très vite, comme si c'est venu par hasard, un groupe de colons ultra nationalistes et orthodoxes se sont dit, nous, on retrouve notre terre, on retrouve la patrie de nos ancêtres. Donc, ils sont allés progressivement s'installer et ils ont construit une ville que vous allez voir juste à côté de Hébron qui s'appelle Kiryat Arba. On a 700 ou 800 colons qui sont installés au cœur d'une ville de 150 000 habitants. Et c'est vraiment une des situations les pires de ce qu'on appelle l'occupation. Donc, si vous avez des réactions agressives de la part de ces colons ou de certains soldats, ce qui normalement ne peuvent pas faire, je vous en prie, ne réagissez pas, ne vous énervez pas et faites comme si vous ne faites pas attention. Parce que ça ne sert à rien qu'on commence à se battre ou à se disputer ou à se rentrer dedans les uns les autres. Vous parlez français bien? Oui. Belgique. Belgique. الله معك. بس نرجع بعدين. أهلا وسهلا. My name is Dina Zakharov. I'm 26 years old. I was born in Jerusalem. Now I live in Tel Aviv. I'm an activist in Breaking the Silence. We're a group of Israeli soldiers, veterans, who served in the occupied territories. And after we served in the occupied territories, we decided
that there's a huge gap between what people know is happening here and what we actually did. So what we do is we interview other soldiers. We take their testimonies about what they did and what they saw as soldiers here in the territories, and we publish them. So what we're going to do now is talk a little bit about the history of Hebron, okay? At the end, you guys will be able to ask questions. We'll be able to answer. Leon, אתה יכול... אני לא מבין, מאיפה המצאתם את ה... המצאנו כי זה על החוקים כרגע, וזה טוב, אז איפה מותר לי לצלם? אז בינתיים תהיו למטה, אם יבקש אישור מי שצריך להגיע, אין בעיה שתחזרו לפה. טוב, אז מה, כאילו נעמוד שם על הרחוב ומותר לצלם? אין להם שם לעמוד שם על הרחוב. קודם כל, יש לה גם פה קבוצה מוסלמים, שהמוסלמים אסור להם להיות פה. למוסלמים אסור להם להיות פה. מה פתאום? אסור להם, אני אומר לך, אסור להם להיות פה. Okay, so apparently they decided that this garden is segregated as well between Jews and Muslims, okay? I know that the rules are that there are separate entrances for Jews and Muslims into the Tomb of the Patriarchs, but they've decided today that it also here in the garden because there are Muslims in the group. I'm sorry, I'm just telling you what they are saying. And then we'll continue the tour. Okay. So I'm sorry if anyone was offended. But it's a pretty good example of the reality that's here in the city, okay? Okay, guys, there might be a lot of settlers that will come and they'll try to harass me and yell in my ear and stuff. Please, ignore them. We're not here at a protest, okay? Try to listen to me, all right? Okay, great. And don't give them any attention, please. They're not worth it, okay? Now, let's keep going on with our history. In 1967, Israel, there's a 6-day war, right? And Israel conquers and occupies the West Bank and the Gaza Strip. And since that day, both of those areas, with the millions of Palestinians that live in them, have been living under the military rule of the Israeli army. The people who write the laws that happen where we're standing are military generals and officers, okay? They write the laws, and then they send people like me or the people that were standing right over there, they send them to enforce the military law on the Palestinians here, okay? That's part of a strategy which says that if they feel like there's Israeli military everywhere, if the Palestinians feel like there's military everywhere, then they'll be afraid to attack. If Hebron has become a ghost town is because of settler violence. Okay? Settler violence, as you can see, this man is liar. Very common in the West Bank. Thanks for the opportunity to show them. We'll walk through here, and then when we get there, we'll have a few minutes to go to the bathroom to freshen up. In the city of Hebron, there's a lot of racist graffitis. There's even one that said Arabs to the gas chambers. Okay? But what I want to talk about right now is the graffiti that the army put here, okay? This right here means frisk on exit, okay? Now for years, this street that we're standing on was completely sterile of, as the army calls it, from Palestinians. Palestinians weren't allowed to walk on the street at all, okay? But there are Palestinians that, as you can see, live up here, right? So they live on a street that they're not allowed to walk on, okay? And then you ask yourself, well, how did they leave their houses, right? For years, what they did was either they broke down a different exit on the back of their house, okay, and went through the back, or they climbed over the roofs into their neighbors' houses and exited through there. That's how they lived for years. Is racism allowed or forbidden? Is what? Racism. Racism? Is
it allowed or forbidden? I'll give you this answer. Every time you ask them what's happening here and why it's happening, they'll tell you it's for security. Okay? That's what they'll say officially. This right here, this street is named Shuhada Street. This is the main road of Hebron, and as you can see, it's closed and sterile from Palestinians. When I was a soldier here, then in 2014, then there was some stone throwing by kids from this neighborhood at the street. And what they did was they gave us a list of the colors of their shirts and the pants that they took pictures of them, and they told us to go look for the kids in the neighborhood. And I go into one of the apartments, and there's a kid who's wearing the color of the shirt that I was told, and the same kind of pants, and he's at home alone with his mother. And I tell the mother that I have to arrest the kid and bring him into the settlement for him to be interrogated by the police and then maybe arrested for longer. And then a mother, as I'm sure many of your mothers would do, she jumps on the kid and she doesn't allow me to take him. She protects him with her own body, and then she somehow takes him away and up to the roof. Then once they're on the roof, then there are cameras that come and start filming them, okay? Filming the whole situation. And I know as a soldier that it's going to look very bad for an officer to be fighting with the mother over arresting her little kid or not. So I call up my officer and I tell him, I describe the situation and the camera, and he says, well, you know what, fine, don't arrest the kid, and then we just leave. But I have to live with the fact that I know that if I was told to arrest the kid, then I would have done everything that I needed to do in order to pull him away from his mother, arrest him, and bring him into the settlement, okay? That's just one example of the routine that the soldiers here have to go through, okay? אם מישהו ירצה לתקוף אותם, אז אולי אתם תעצרו את מי שתוקף אותם. אז איפה הם ילכו לשם אותם הילדים? So again, unfortunately, they decided just today, and it's really, they just made it up, that Muslims aren't allowed to walk on the street at all, even if whether they're Palestinian or Belgian, okay? לא, שיפסיק את הצילום. הוא מצלם אותי, אחי. לא, העמדה הצבאית לא מצלם. הוא לא מצלם עמדה צבאית. גבר, תפסיק להתחכם איתי. Okay, here, come. Don't take a picture of that, take a picture of me, okay? Oh, and if you could walk away from... And try to stay together, okay? Thanks, great. Yeah. I'm just going to end by saying that what we've seen here isn't unique to Hebron, okay? This isn't just the problem of Hebron, because Hebron is a small example of the whole occupation. You have other segregations in other places in the West Bank, and you have settler violence in other places in the West Bank. And the things that I did here as a soldier, other soldiers did in other places. And as an Israeli, I'd like to say that the only way to be pro-Israel is to be against the occupation. And for there to be a normal way for us to live here in a moral way is for us to end the occupation. C'est dur de voir la réalité en face aussi, parce que quand on voit les choses derrière les médias, on a l'émotion, mais pas aussi profond que là quand on est ici sur place. Moi, honnêtement, j'ai toujours voulu rester neutre par rapport au conflit. Je voulais pas essayer de voir le méchant ou le gentil. Je voulais rester neutre, mais là, par contre, c'était impossible pour moi. Mais ce qui était bien là, c'est que en gros, on a tous eu une idée commune de ce qui s'est passé et de nos ressentis. Et je crois, moi, c'est la première fois que je me suis sentie aussi proche du groupe aussi. Parce que, genre, c'est vraiment très grand ce qu'on a vu là-bas. Au moment où les colons nous ont demandé de changer de chemin parce qu'on était avec des musulmans, enfin, comment t'as su garder ton calme en fait? Genre, par exemple, t'avais pas envie de t'énerver? Parce qu'on répond aux imbéciles par le silence, tout simplement. De quoi? On répond aux imbéciles par le silence. ABG. Bah ouais. Ça sert à quoi? Je vais aller chez lui, je vais lui dire quoi? Je vais le provoquer, je vais lui parler, je vais lui crier dessus. Et après, ça va faire quoi? Ça va juste empirer les cas en fait. Ouais. Alors que non, ils sont là, ils savent très bien que
ils vont me chercher, ben directement, les gens vont répondre directement. Sur ce que tu as le sang chaud, tu vas répondre directement. Mais non, en fait, tes regards, ta façon de parler, tu peux te la garder pour toi. Moi, j'ai pas besoin, je suis venue pour autre chose, je suis pas venue pour... tu me dis, voilà, exactement. De par le biais du mot stérile, de dire en gros que c'est des microbes qu'il faut éliminer, enfin, ça déshumanise et je comprends pas pourquoi des juifs, des descendants de gens qui ont vécu l'Holocauste utilisent ça, quoi. En tout cas à Hébron, parce qu'ils font la ségrégation de folie, ils doivent marcher qu'un seul côté de la route. Il y a des endroits où ils peuvent pas aller, ils peuvent pas travailler dans des magasins parce que du coup ils sont défermés par ordre de l'armée. Moi j'ai vraiment peur que quand on rentre en Belgique, les gens commencent à dire en mode ah mais vous êtes devenu pro-palestinien par rapport à ce que vous avez vu et tout. Parce que j'ai pas envie de paraître pour un mec qui est pro-palestinien, pro-israélien, je sais pas quoi, pro-sioniste, je m'en fiche. Moi je voulais juste que ce conflit se règle et que ça se finisse et que ces gens arrêtent de vivre dans une misère pareille, dans une horreur de vie pareille, quoi. Non, ouais. Quand je suis ressortie de là, j'ai juste plus envie de parler. Je pleurais pas au début. Et puis après, j'ai vu des photos des juifs qui avaient la peau sur les os. Le fait que ce soit des nazis qui aient pris ces photos, c'est hyper malsain. Et ça m'a juste encore plus déprimée sur l'humanité en général. Et puis, juste le fait qu'on se dise que c'est encore en train de se passer maintenant. Enfin voilà, pas encore à ce point, mais je veux dire avec les colons, etc. Enfin, juste... C'est désespérant, quoi. Personnellement, je crois que j'aurais plus profité sans un guide, car j'aurais pu avoir plus de temps pour observer moi-même et faire moi-même mes propres conclusions. Et le guide, à un moment donné, nous a dit comment des humains peuvent-ils avoir traité comme ça d'autres humains? Et justement, c'est la question que j'aimerais poser à l'État israélien. Qu'est-ce qui vous amène à faire ça à d'autres humains alors que vous savez que vos ancêtres ont ressenti la même chose et ont souffert de la même chose? Il y a quand même beaucoup de personnes qui commencent à dire comme quoi on peut plus plaindre les juifs, que finalement c'est plus les victimes mais c'est eux les coupables. On doit vraiment arrêter de toujours tout comparer et toujours tout mettre sur un même pied d'égalité parce que tout est différent. Les gens sont différents, les époques sont différentes, les contextes sont différents. Donc je trouve que ce qui se passe les colonies, les colonies, le manque de liberté de la Palestine, l'absence de liberté de la Palestine et tout ça, c'est dégueulasse, ça devrait pas exister. Ça devrait même pas, on devrait même pas le dire. Et ce qui se passe à Hébron ou à Jérusalem-Est, c'est inhumain et à Ida, on n'a pas le droit de le voir. Mais c'est pas, enfin, ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, ça aussi c'est inhumain et ça, on n'a pas le droit de le voir. Donc c'est tout ce que je voulais dire. Croyez-moi, je passe par les mêmes moments de colère depuis des années et des années et des années. Je sais que c'est très compliqué de se positionner après qu'on a vu Hébron, après qu'on a vu les camps de réfugiés, après qu'on a vu la Palestine, après de se dire oui, mais il y a aussi des histoires tragiques qui se sont passées de l'autre côté. Ça ne justifie en rien ni l'occupation, ni la colonisation, ni le traitement que l'armée israélienne fait subir aux Palestiniens. En rien. C'est inacceptable et ça fait partie de mes grandes indignations. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer tout ça aussi. D'accord ?
Mais il ne faut pas oublier que ça a eu lieu, d'accord? Et que moi, quelque part, comme d'autres, moi, je porte ce passé en moi, mais ça m'a donné à moi un moteur pour changer les choses. Chacun d'entre nous, chacun d'entre vous peut faire quelque chose pour changer les choses, pour plus de justice, pour plus de respect des autres, pour plus d'humanité et pour plus de respect des droits humains. Regardez chez nous tous ces citoyens qui se sont mobilisés pour aider les migrants, qui les emmènent chez eux, qui les emmènent dormir, qui leur donnent à manger, qui font 25 000 personnes. Ça, c'est ce que j'appelle de la résistance civile. Et c'est ce que je trouve fondamental et important. So my name is Bassam. Alors je m'appelle Bassam. And my full name is Bassam Abd Rabbu Abd al-Qadir Ahmed Mansour al-Arami. Et mon nom complet est ce qu'il vient de dire. I watched a movie about the Holocaust. It was by chance. We don't believe in the Holocaust in the Palestinian side. We think it's a big lie. Nous les Palestiniens, on ne croit pas en Holocauste. On pense Because que c'est we un don't know anything about it. Car on n'en sait rien. Then I want to understand more about this big lie. If it's Alors, really happened or just a movie. Remember, you cannot change anything in the world until you change yourself or your thoughts. In 2007, an Israeli border police shot and killed my 10-year-old daughter, Abir, in front of her school. I met the victim who killed my daughter after 3 years in the Israeli court. 3 ans après, en justice, j'ai rencontré le meurtrier de ma fille. And I say to him, Et je lui ai dit, I need you to know that you are not a hero and you are not a warrior. I don't ask for revenge because I don't take revenge from victims. You are the victim, and for me, you are not less victim than your victim. The death of my daughter is a puzzle, is a question that is completely unsolved. La mort de ma fille est une question qui n'a toujours pas eu sa réponse. And it will never be solved. Et ça ne sera jamais résolu. What changed my life was the meeting with the Palestinian bereaved families. I am a typical product of the Israeli education. You need to understand that we are talking about two societies at war. They need to prepare the young generation to be able to sacrifice themselves when time comes. And the only way to do it is simply by hiding the other side. The ability to turn you back to your own people, to your own narrative, and start a journey towards the other side is very, very difficult. And for me personally, it's a personal issue. And 70 years ago, while they took my grandparents to the ovens back in Europe, this is a crime against humanity. And standing aside while the crime is being committed is also a crime. Now we do not ask of you Alors on ne vous demande pas to be pro-Israeli or pro-Palestinian. d'être pro-palestinien ou pro-israélien. We demand of you to be pro-justice. On vous demande d'être pro-justice. We demand of you to be pro-peace. On vous demande d'être pro-paix. And against this ongoing situation in which one people is dominating the other, this is the essence of evil, it must be stopped. נשך לחתול שטרף את הגדי שאבינו הביא. הייתי כבר יונה והייתי צבי, היום איני יודעת מי אני. דזבינה בביטרי זוזי, חד גדיה, אבונה ג'בי מרישן. ושוב מתחילים מההתחלה.
La chorale Rana a été créée en 2008. Comme vous voyez, nous sommes des femmes juives, musulmanes et chrétiennes. Et on se réunit une fois par semaine pour des répétitions, parfois plus quand on a des concerts. Moi, j'ai pas de questions. Je voulais juste intervenir par rapport au fait que j'ai pas tout compris, mais on sentait que quand vous chantiez, c'était sincère et j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et parce qu'on sentait vraiment que vous vouliez la paix et que... Enfin, je suis un peu émue, désolée, mais... Enfin, bravo, vous avez été super. Moi, pour la première fois que j'ai entendu qu'il y a cette idée de faire un choral arabe juif, j'ai pensé, c'est encore une fois qu'on emmène des femmes ensemble, on parle très poliment sur, oui, des arabes et des juifs, oui, il faut vivre ensemble, et bye bye, on mange des hummus. Et c'était lentement qu'on avait plus en plus de confiance pour aller un peu plus loin. Bonsoir, moi je m'appelle Safa. Vu qu'il y en a beaucoup qui sont mariés, est-ce qu'en fait, qu'est-ce que vos maris ont pensé finalement que vous participiez à cette chorale? הגענו למקהלה ובהתחלה היה לנו מאוד קשה עם החברה לקבל שאנחנו שרות והקול שלנו יוצא. כי בדת שלנו הקול של האישה הוא עאורה, כאילו לא עאורה, הוא לא... אסור כאילו להשמיע את הקול של האישה, לא מקובל. אבל אנחנו מאמינות בעצמנו כנשים אוהבות לשיר, לא ויתרנו ולא לא הקשבנו לכל מה שהיה, כי אנחנו מאמינות בשירה, אנחנו משפחה מוזיקלית, אני, אמא, אחותי, הבנות שלנו גם שרות, מנגנים, אוהבים לשיר, ודרך השירה אנחנו מאמינות שאנחנו יכולים לעשות שינוי. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à parler du conflit? Est-ce que vous arrivez à chercher ensemble des solutions au quotidien? Vous avez certaines d'entre vous, peut-être des enfants qui font l'armée, d'autres qui subissent les conséquences de ce choix. Comment ça se passe? On ne cherche pas de trouver des solutions parce que ce n'est pas notre mandat, c'est-à-dire c'est vraiment... mais je pense que le fait qu'on peut comprendre et accepter la difficulté de l'autre, pour nous, pour moi personnellement, je veux dire, c'est le maximum que je peux espérer dans une société. On n'a pas, c'est-à-dire, on ne va pas arriver au moment où tout le monde sera d'accord sur tout, mais on est tout le monde d'accord qu'on veut pas de violence. Voilà. Donc tout ça, je pense que c'est suffisant. אנחנו בטוחות ומאמינות שהשלום יגיע רק דרך נשים. Quand je suis revenu à l'école,
personne n'avait changé. Je veux dire, tout le monde avait passé ses petites vacances au ski ou était resté ici ou je sais pas. Et tout le monde me demandait alors c'était comment, il y avait du soleil, c'était chouette. Moi je revenais d'un truc qui m'a complètement transformé sur le moment. Et du coup, ma réaction par rapport à mon retour, c'était de parler à tout le monde en fait. Et que c'était pas un voyage de touristes et qu'on avait vraiment vécu des choses fortes et voilà quoi. Les 2 premières semaines après le retour, j'étais quand même en fait sous silencieux. En fait, j'arrivais pas à parler. Alors quand je parlais, c'était vraiment très sage, très philosophique. J'ai essayé de comprendre les 2 parties, mais bon, quand on va chez un parti, on trouve ah bah oui, ils ont raison, c'est vrai, ils souffrent beaucoup. Et puis quand on va chez l'autre, c'est aussi pareil, ah mais oui, c'est les autres les méchants. Et donc à la fin, on sait pas quoi penser. Et c'est vraiment perturbant pour moi-même, parce que je veux me mettre dans un point de vue, d'essayer de comprendre, d'essayer de ne pas avoir de jugement. Mais il y a trop d'émotions, trop d'événements qui font que je sais pas, qu'en fait, il y avait des moments où je me sentais perdue, où tellement qu'il y avait d'émotions, parfois je craquais alors que j'avais aucun problème. Et tout ça, voilà. Bah après, bon, c'est sûr qu'être nuancé, ça a été compliqué parce que quand on va là-bas et qu'on voit cette colonisation extrême, visible, toutes les secondes où on y est, et la ségrégation qu'on a vécue nous-mêmes avec le groupe, bah c'est sûr qu'après ça, c'est beaucoup plus compliqué d'être nuancé. Et même, enfin, c'est même dans le voyage qui se veut nuançant, c'est même pour eux c'est compliqué d'être dans la nuance parce que c'est vraiment un oppresseur sur un oppressé et directement on est beaucoup plus dans la haine de celui qui fait ça aux autres parce que on s'imagine si ça nous arrivait à nous et on se dit non mais c'est horrible, ça peut pas être passé et donc voilà, c'est plus compliqué d'être nuancé là-dedans, mais justement il faut essayer de prendre du recul par rapport à tout ça quoi. Je sais, à un moment à Hébron, c'est vraiment le moment du projet où j'ai douté, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait là, en fait? Genre, à quoi est-ce qu'on sert, vraiment, tu vois? J'avais l'impression qu'on était ridicules à marcher dans Hébron. Enfin, on est des personnes, on faisait absolument rien. Enfin, tout le monde pleurait et c'est tout. Et genre... Dans votre groupe? Oui, oui. Et c'était tellement de l'horreur. Mais oui, parce que... Enfin, je sais pas, c'est vraiment la méchanceté à l'état pur, comme ça, tu vois. Genre, c'est brut, tu te prends ça en pleine gueule et tu t'y attends pas, tu vois. Quand il y a 2 jours, tu étais en train de rigoler avec des Israéliens dans leur école à Tel Aviv et qu'aujourd'hui, tu rencontres des colons et tu te remets trop en question, tu vois. Est-ce que tu as le droit? Enfin, c'est dingue quand des gens vivent dans des conditions pareilles. Est-ce que tu as le droit de te balader dans Tel Aviv et de dire « Oh, quelle belle ville », tu vois. On se dit qu'il faut se mettre à la place de l'autre et tout pour comprendre. Et je suis d'accord avec ça à 300%. Mais là, j'arrive à un stade où comment tu fais, tu vois. C'est bien d'y avoir été, ça m'a apporté beaucoup. Et ça m'apportera énormément parce que, genre, c'est un truc que tu n'oublies pas. Mais c'est vrai que sur le coup, c'est dingue. C'est dingue parce que tu te dis « Ah ouais, c'est pas que des mots, tu vois. C'est pour de vrai, ça existe, vraiment. » Moi je représente pour tous ceux qui prient un Dieu d'amour, celui qui fait qu'on s'aime dans les cages en bas des tours. Ouais. Je représente pour tous ceux qui prient un Dieu d'amour, celui qui fait qu'on s'aime dans le monde et les alentours.